vrai. Berkoff dans tous ses états, midi 14h, Philippe David. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 14h et c'est l'heure du face-à-face. Et notre face-à-face aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous connaissez sur l'antenne de Sud Radio. C'est Tom Conan, auteur de Pollution aux éditions Albin Michel. Bonjour Tom. Bonjour Tom. Tom Conan, voix de Sud Radio et même vraie voix de Sud Radio. Très heureux de vous recevoir dans Berkoff dans tous ses états. Très content d'être là également pour parler de tout ça et j'espère que ça va bien intéresser tout le monde. Et pour un roman, alors c'est un roman mais matinée de politique avec plein de sujets de société depuis le début de la pandémie. Alors tout d'abord, ça s'appelle Pollution. Pourquoi avoir écrit Pollution ? Alors moi justement, effectivement, j'aime bien l'actu, j'aime bien la politique, j'aime bien la philo, l'économie, tout ça. Donc effectivement, j'aime bien toujours teinter mes romans de choses qui se passent, de thèmes vraiment contemporains. Je pourrais pas écrire sur les Étrusques ou les pyramides d'Égypte, tout simplement parce que c'est pas mon monde. Moi j'aime bien parler de ce qui se passe, de ce qui me concerne, de ce qui concerne ma génération, en tout cas ma société, mon pays, etc. Et donc effectivement, Radical, c'était déjà un sujet, on pourrait dire contemporain, un sujet de société. Pollution, c'était le terme le plus simple, le plus basique, le plus évident et en même temps qui marche aussi en anglais, puisqu'en anglais on dit pollution. qui s'écrit exactement de la même manière. Parce que vos livres se traduisent maintenant en langues étrangères, je sais. J'aime bien cette idée en fait de pouvoir circuler comme ça permet de communiquer assez facilement, sans pour autant travestir et modifier la langue qui est ma langue maternelle, le français. Et effectivement, pourquoi pollution ? Parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était le sujet central finalement depuis plusieurs années. Alors là, dans le moment actuel, on parle beaucoup de la guerre, Troisième Guerre mondiale, etc. On en parlera sans doute. Mais fondamentalement, le nouveau thème qui sans doute va occuper peut-être une grande partie des médias, de l'actualité, de la politique à proprement parler dans les prochaines décennies, c'est les questions environnementales, c'est le climat, c'est la planète, c'est la destruction de l'environnement. Quel que soit le bout et l'orientation politique qu'on ait par rapport à ces questions-là. Et donc, le point central, c'est la pollution. C'est les gaz à effet de serre, c'est le mode de vie, c'est les logements, c'est les transports, etc. On est dedans en permanence. Ça va nous habiter, ça va nous préoccuper tous les jours, tout un chacun. Alors justement, vous l'avez dit, votre dernier livre, c'était Radical, qui racontait les amours entre deux jeunes hommes, l'un d'extrême gauche, l'autre d'extrême droite. On a l'impression dans Pollution que vous faites à nouveau se rencontrer deux mondes que tout oppose et qui pourtant se rencontrent. Ouais, moi j'aime beaucoup ça. Je sais pas si tout le monde aime forcément sortir, comme on dit, de sa zone de confort, oui. Mais moi j'aime énormément. Moi je sais que j'ai grandi dans un certain milieu, forcément, plutôt en banlieue ouest. Après, forcément j'ai fait des études, donc j'étais beaucoup dans le quartier latin, dans tout ça. Alors votre premier livre, c'était Le Camp. Vous racontiez sous pseudo votre vie au campus d'HEC. Voilà, tout à fait. Et donc effectivement, j'aime bien visiter un petit peu des mondes différents sur un plan social, sur un plan culturel, etc. C'est aussi sans doute pour nourrir aussi des romans. Et d'ailleurs, les gens, parfois, quand ils me rencontrent, ils savent qu'au bout d'un moment, enfin, en tout cas, c'est ce que je leur dis quand on commence à développer une relation amicale, par exemple, ils savent qu'à un moment donné, si on continue cette relation, sans doute qu'ils se retrouveront dans un livre. Parce que justement, j'adore ce choc des cultures et rencontrer, toujours élargir le champ des possibles. C'est une curiosité, je veux dire, élémentaire. Je pense que tout le monde le fait. Et moi, j'essaie de le faire de manière un peu systématique, un peu en prenant des notes et en ayant justement dans des zones où justement, précisément, je n'y connais rien. Alors c'est vrai, par exemple, une méthode très simple qui fonctionne pour ça, c'est tout simplement la géographie. Vous n'allez pas forcément dans un autre pays. Moi, je suis plutôt de ceux qui considèrent que pour voyager, j'avais une prof d'ailleurs à HEC de littérature qui me disait ça, pour voyager, vous pouvez très bien aller dans une rue à quelques minutes de chez vous, parce que vous pourrez rencontrer là des gens qui vivent dans un environnement, une culture, etc., qui peut être extrêmement différente de la vôtre. Pas besoin d'aller en Australie pour changer de mode de vie. Inversement, je pense même que ça peut être Par contre, vous croiserez pas de kangourou dans une rue. Ah non, mais c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a un snobisme comme ça consistant à dire, vous savez, il faut forcément partir à l'autre bout du monde pour voyager. C'est faux. Vous pouvez très bien aller à quelques minutes de chez vous dans une ville assez différente, avec des gens et des mœurs différentes. Et là, vous voyagez, mais c'est absolument incroyable. Vous pouvez raconter comme ça des livres entiers là-dessus. Alors justement, dans votre livre, de nombreux points de notre monde, le monde dans lequel on vit, se mélange. Confinement qui fait s'exiler les urbains vers les campagnes, nouvelles technologies, pandémie, écologie, nucléaire. Est-ce que votre livre ne montre pas que, aussi différents que nous soyons, nous sommes tous imbriqués? Alors moi, en fait, ce qui m'a justement frappé, effectivement, moi, j'ai eu l'occasion de voyager en province pas mal de fois ces derniers temps, y compris pendant la pandémie, où je connaissais quelqu'un qui habitait dans le Cotentin précisément, et donc j'y allais assez souvent. C'est ce qui vous a inspiré ce livre, en effet, ouais, tout à fait. Ça se passe en grande partie dans le Cotentin. Voilà, elle va pas loin de Cherbourg, et c'est vrai que c'est un lieu dont je suis un peu tombé amoureux. Et puis effectivement, il y avait des choses là-bas que je trouvais assez étonnantes, certaines un peu angoissantes. On en reparlera peut-être un peu
peu après. Mais effectivement, attends, j'ai oublié votre question un petit peu. Est-ce que c'est tout ce monde, on est tous Oui, voilà, c'est ça. parce qu'on est tous différents. C'est des urbains qui fuient pour aller à la campagne, etc. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je me suis dit, finalement, là, ça va être très différent d'un point de vue du mode de vie au quotidien. Et en réalité, en effet, depuis l'émergence des nouvelles technologies, depuis l'imbrication de tous ces mondes, en effet, tout se ressemble. Tout se ressemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être en télétravail. Si par exemple, demain, je pars en télétravail, alors pour les médias, c'est un peu spécifique, mais même pour écrire un livre, pour travailler dans le marketing, pour ce que vous voulez, vous êtes dans un endroit, vous avez votre ordinateur qui sera le même, que vous avez pris avec vous d'ailleurs, votre téléphone, des plateformes, l'anglais généralement qui va être la langue de travail dans beaucoup de domaines, y compris quand vous faites des études d'ailleurs désormais. Quand vous êtes à HEC, vous avez des cours en anglais, y compris alors lorsque les profs sont français et que l'audience est française. C'est quand même assez marrant. C'est hallucinant. Donc voilà. Donc en fait, tout est un peu standardisé. Alors c'est évidemment pas tout à fait le cas dans tous les aspects de la vie, fort heureusement. Mais par exemple, moi j'avais voyagé par exemple à Prague. Là, c'est pas du tout le Cotentin, c'est bien plus loin, en République Tchèque, il y a quelques années. Je me suis rendu compte finalement, les marques, les entreprises, les boutiques, etc. sont exactement les mêmes. Vous pourriez être à Barcelone, vous pourriez être à Paris, etc. On est bien d'accord. Il y a une uniformisation. Donc après, c'est bien, c'est pas bien. Ça, il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en effet, il y a cette imbrication-là. Alors, il y a une dimension un peu galvanisante parfois parce que justement, il y a cette fluidité. Vous pouvez vous dire, voilà, je pars à l'autre bout de l'Europe, à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, mais je peux finalement continuer mon activité, continuer à vivre de la même manière, à faire ce que je faisais avant de la même façon. Et en même temps, c'est un peu triste parce qu'en effet, on se dit finalement, où est la diversité, où est la richesse, où est l'aventure. Alors voilà, on la retrouve quand même, heureusement, dans les événements de la vie. Vous m'avez inspiré quelque chose dans ce que vous venez de dire. Ça me rappelle une chanson, vous aimez la musique, vous êtes chanteur également, je crois. Vous connaissez Starmania. Musique également, Starmania, très bien sûr. Quand dans la chanson Monopolis, dans la chanson dit Monopolis, la ville unique, il n'y aura plus d'étrangers, on sera tous des étrangers dans les rues de Monopolis. Est-ce que c'est pas un peu ça ce que vous décrivez? Oui, puis c'est un peu le meilleur des mondes en même temps, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'un peu idéal puisqu'on essaie un peu de construire de façon quand même un peu volontaire un monde justement qui soit ouvert, où les échanges soient les plus libres possibles, où on puisse communiquer. Je veux dire, la promesse quand même de la Silicon Valley et des boîtes de nouvelles technologies, c'est quand même ça. C'est pas forcément rapprocher les peuples, mais en tout cas c'est faire en sorte qu'il y ait des moyens de communication qui puissent faire en sorte qu'on soit en mesure de parler avec quelqu'un avec qui normalement on n'aurait jamais pu avoir l'occasion de parler, etc. Moi je sais que j'interpelle parfois sur Twitter des gens, il y a des gens qui me répondent pas forcément, mais j'interpelle, je sais pas, Elon Musk, des choses comme ça, même pour me marrer parfois. Alors c'est pas forcément la personne qui répond, ça peut être d'autres personnes qui commentent. Manager mais ce qui est intéressant tout de même, c'est que justement, voilà, on peut entrer en interaction avec des personnes qu'on n'a pas besoin de rencontrer physiquement pour les connaître, pour faire quelque chose avec eux. Et en même, donc voilà, c'est intéressant, c'est encore une fois une promesse tout à fait séduisante. Et moi, je sais qu'au quotidien, je reconnais que cette fluidité-là, même ce matin encore, je faisais comme ça un peu un lancement un peu d'un projet créatif. Je contacte des gens que j'ai absolument pas l'intention de rencontrer en vrai. Donc c'est quand même assez fort. Et en même temps, parfois effectivement c'est triste parce qu'on se dit finalement, à un moment donné, il va y avoir peut-être une incitation justement à rester chez soi, à être dans des environnements froids, standardisés. À HEC, je le disais beaucoup, par exemple, ressemble, j'ai rien contre cette école spécifiquement, mais les locaux eux-mêmes ressemblent à quelque chose comme ça de standardisé, un petit peu hors sol, où finalement on pourrait être là comme sur un autre continent, on parle en anglais comme on pourrait parler français ou italien, etc. Il n'y a pas d'ancrage. Il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité. En tout cas, il y a une identité, mais c'est justement une identité qui est tellement fluide qu'elle permet n'importe quel type justement de vagabondage, n'importe quel type d'activité, etc. C'est-à-dire que vous pouvez demain, vous vous foutez dans un local de ce type, vous pouvez, je sais pas, écrire un livre, lancer une start-up dans la finance, vendre des vêtements, des produits cosmétiques, alors que ça n'a quand même aucun rapport. Mais si effectivement vous êtes détaché de toute culture, de toute identité historique, tout ancrage, effectivement c'est possible. Et d'ailleurs même il y a dans l'univers de la crypto, bon, ça nous emmène encore sur autre chose, mais et c'est pas le sujet du tout du livre, mais moi par exemple je vois des gens sur Twitter comme ça qui fantasment un peu ce monde-là, ce
monde justement sans identité, où parfois ils disent voilà, moi mon objet idéal, mon lieu idéal, c'est un hôtel dans une ville très très loin de chez moi, avec un laptop, un ordinateur portable, et ils montent un projet avec des murs blancs, avec, vous voyez, donc quelque chose de totalement aseptisé, Oui. et vous voyez les photos qui montent, voilà, ils n'ont pas de visage. D'ailleurs dans la crypto souvent les gens ont des avatars, c'est pas leur vraie identité, leur vraie photo. Donc voilà, c'est une version du monde possible de demain. Mais sur l'identité et les photos, les images d'Épinal qu'on a de ce monde mondialisé, cette monopolise de Starmania, vous m'avez mis une citation de Raphaël Glucksmann, le député européen en tête, qui disait, je la cite à peu de choses près, qui se sentait beaucoup mieux à New York ou à Tokyo ou à Berlin, dans une grande métropole mondiale, que dans la Somme. Est-ce que c'est pas aussi quelque part dans votre livre ces deux mondes qui sont totalement séparés? Oui, alors moi je pense qu'en fait à un moment donné c'est une question... le monde des élites, grosso modo, et le monde... C'est assez provoque, hein, le terme que je veux utiliser, de la plèbe. Oui, alors ce qui est certain, c'est que ce type de monde, ce type d'univers, le monde des aéroports, effectivement le monde des voyages, le monde de la nouvelle technologie, c'est effectivement des mondes relativement étrangers à certaines parties de la population. Néanmoins, encore une fois, c'est pas tout à fait le cas. Vous savez cette phrase de Jacques Attali, il dit on n'est pas des radis, on n'a pas de racines. C'est assez marrant. Alors évidemment, c'est une phrase un peu absurde, mais c'est pas complètement faux non plus. C'est-à-dire que en fait, dans la réalité, il y a quand même des personnes aujourd'hui, quoi qu'on en pense, hein, même si c'est peut-être le niveau zéro de l'échange, mais via TikTok, via Instagram, via YouTube, via ce que vous voulez, via les réseaux Discord, qui sont des types de forums encore d'un autre genre, n'importe qui peut effectivement sortir encore une fois de son milieu et échanger avec des personnes qui sont de catégories sociales bien supérieures, etc. C'est-à-dire que, en fait, je pense que la citation de Glucksmann là que vous dites, ça pouvait éventuellement être un peu snob, en effet, un peu scandaleux, de dire, mais il y a quelques années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait l'implantation dans une géographie, dans une ville spécifique, le fait d'être dans une très grande ville, etc., c'est plus du tout aussi indispensable. Il y a même des articles aujourd'hui, vous savez, dans la presse culturelle, célébrités, tout ça, comme par exemple Variety, Hollywood Reporter, etc. Parfois des choses assez intéressantes à lire. On voit par exemple, c'est un micro-exemple, hein, Hollywood n'a plus du tout l'importance qu'elle avait aujourd'hui, avant. Aujourd'hui, Netflix, parce que Netflix, ils ont des bureaux dans d'autres pays. Évidemment qu'ils ont toujours des liens très forts avec les boîtes de prod en Californie, mais après c'est pas du tout indispensable. Vous pouvez parfaitement, dans l'absolu, être dans la Somme, puisqu'on parlait de la Somme, faire un super projet, l'envoyer à Netflix, alors plutôt Netflix France en l'occurrence, et potentiellement être produit. Donc en fait, ce monde, cette séparation entre les élites et la plèbe, en effet, est quand même amoindri aujourd'hui par ces outils de nouvelle technologie. C'est pour ça que je les critique, mais je les célèbre aussi d'un certain côté. Alors justement, dans votre livre, il y a 3 personnages très différents qui sont les héros. On commence par le premier, David. Il a un très beau prénom. C'est vrai. Jeune diplômé en chômage partiel qui quitte un Paris confiné pour aller faire du woofing dans le Cotentin. Alors le woofing, expliquez-nous ce que fait et pourquoi est-ce qu'il part. Alors le woofing, effectivement, c'est la solution qui trouve la plus évidente pour pouvoir aller à la campagne. C'est un site, une organisation qui permet une mise en relation entre des fermiers en France ou ailleurs et des personnes qui veulent goûter au plaisir de la campagne mais qui sont pas forcément des professionnels, et en échange effectivement d'un coup de main à ces fermiers, entretenir le clapier, s'occuper des vaches, des donner champs, à manger aux poules, etc. Vous êtes hébergé et nourri, vous avez le gîte et le couvert. Donc effectivement c'est la solution la plus simple, et d'ailleurs j'intervenais sur France Culture il y a quelques semaines là-dessus sur quelqu'un qui était avec qui j'intervenais, qui était spécialiste de ça, et voilà, vous pouvez parfaitement avoir des expériences de ce type-là gratuitement qui peuvent vous ouvrir à d'autres possibilités. Alors justement David, pourquoi est-ce que lui il veut partir, il veut profiter il est parisien. De ça? Parce qu'évidemment il est parisien, il habite à Porte de la Chapelle dans un studio un peu merdique, avec des gens qui pissent dans les parties communes, donc bon, c'est vrai que c'est pas forcément l'environnement génial pour passer son confinement. C'est clair. Et par ailleurs il est mis en chômage partiel, parce que comme vous le savez il y a eu beaucoup de chômage partiel, y compris jusqu'à il y a quelques mois d'ailleurs, hein, dans beaucoup de boîtes en France, pour effectivement asseoir un peu absorber les conséquences de la pandémie, et donc effectivement il se dit pourquoi pas partir, il sait de toute façon qu'il va peut-être être viré, sa boîte bat de l'aile, etc. Il est encore jeune, donc il se dit bon voilà, allons-y. Donc effectivement c'est dans ce contexte là qu'il souhaite partir, et évidemment j'ai pas voulu prendre cet exemple individuel, il me semble assez universel, parce que j'ai beaucoup entendu de personnes, alors notamment dans ceux qui n'ont pas encore des attaches trop définitives, qui sont pas encore, vous savez, mariés ou qui ont des enfants, ou etc., donc qui sont un peu plus libres de modifier comme ça leur quotidien,
il y a beaucoup de personnes, moi je vois dans mon entourage ou ailleurs, qui ont eu cette tentation-là. Alors ils l'ont pas Et forcément. certaines l'ont fait, hein, certaines l'ont Et conclu, certains l'ont fait. Les prix ont explosé sur la côte basque, bien sûr. notamment. Mais même vous voyez, les petites maisons en Normandie, en Bretagne, ont bondi, ont pris 30% en 2-3 ans, justement pour cette raison-là. Et ensuite, alors donc il y a la tentation de la campagne en soi, qui est plutôt une chose positive, se dire voilà, retour aux sources, avoir un mode de vie moins stressant, moins de pollution justement, et potentiellement faire du télétravail dans un cadre plus sympathique. Donc ça c'est le côté sympa, hein. Mais il y a aussi le côté négatif et le côté contraint, c'est-à-dire que l'autre dimension de ces gens qui partent ou qui souhaitent partir aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont plus le choix, parce que les loyers sont hors de prix, parce que les salaires sont pas du tout à la hauteur, parce que les contrats sont très précaires aujourd'hui et que donc avec des contrats freelance, des contrats de CDD, d'intérim, tout ça, de l'auto-entrepreneuriat. Voilà, vous pouvez pas vous projeter. Vous pouvez la pas. banque vous demandez un crédit pour acheter un appartement en étant précaire, c'est bonjour monsieur, au revoir monsieur, bonjour madame, au revoir madame. Tout à fait. Et pour un loyer, c'est très compliqué aussi. Une fois que vous êtes plus étudiant, que vous avez plus les garants, les parents, le système classique de ce type, ça devient très compliqué. Et donc en effet, c'est aussi contraint. Et il y a des gens, notamment effectivement d'une certaine génération, mais pas que, qui se disent moi je ne pourrais plus, qui éventuellement ont grandi avec leurs parents à Paris ou en région parisienne, j'entends pas forcément à Paris même, et qui se disent je vais devoir quitter la capitale parce que ce n'est plus dans mes moyens. Ça fait partie de tous ces sujets entre l'écologie, le confinement, la pandémie, etc., qui sont résumés dans cet excellent roman Pollution de Tom Conan, une des vraies voix de Sud Radio, publié chez Albin Michel. Et on va continuer à en parler parce qu'il y a encore plein de choses à dire. On a déjà parlé du prix des loyers, ça a cassé le moral des gens, mais c'est pas grave. Désolé. Et bien évidemment, si vous voulez réagir, 0826 300 300, vous n'hésitez pas à appeler, à réagir à tous ces sujets, notamment de ces citadins qui partent dans la campagne. Est-ce que ça vous énerve? Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous discutez avec eux? Vous avez quitté Paris, tiens, pendant le confinement ou après le confinement, vous voulez témoigner? Exactement, et vous pouvez le faire, on va en parler. Et ce phénomène aussi d'uniformisation de la culture, est-ce que vous partagez ce constat-là? N'hésitez pas à appeler, bien évidemment à réagir aussi et à poser vos questions sur notre Facebook Live, comme Camille qui demande à parler notamment de la pollution Internet et des nouvelles technologies. Eh bien pourquoi pas Camille, n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Pour ce livre, cet excellent livre Pollution, publié chez Albin Michel, qui parle de plein de mots de notre société. Alors on a parlé de David qui part dans le Cotentin, il est rejoint par une autre Parisienne, Iris, véritable geek, qui est venue également goûter au plaisir de la campagne. Elle est partie pour les mêmes raisons que David, pour le prix du logement, etc. Alors un peu différemment quand même, effectivement, dans un contexte qui était spécifique, puisqu'elle est stagiaire dans une galerie d'art. Ils se connaissaient pas avec David, donc vraiment c'est le principe du woofing, où vous rencontrez les gens que vous connaissez pas. Alors elle, en fait, elle a un objectif qui est un peu plus pernicieux, enfin en tout cas un peu plus clandestin. Elle veut en fait nourrir ses réseaux sociaux, Instagram, créer une chaîne YouTube, et c'est quand même d'abord pour ça qu'elle y va, c'est-à-dire qu'elle y va pour une raison un peu instrumentale, qui est pas forcément honteuse, mais qui est de publier sur les réseaux. Donc dès qu'elle arrive effectivement à Cherbourg, immédiatement elle va prendre des selfies, elle va photographier les vaches, le champ, etc. Parce qu'effectivement elle veut montrer ça, en faire un peu sa promotion. Et c'était aussi pour décrire un personnage finalement peut-être légèrement caricatural, mais aussi assez contemporain, puisqu'aujourd'hui finalement une partie de la population, je dis pas tout le monde, mais passe son temps à se photographier. Moi-même je fais ça, alors pas forcément pour se montrer seulement, mais voilà, parce qu'on est tellement liés entre la vie publique et la vie privée. Parfois la limite est vraiment ténue. Exactement, que finalement dès que vous faites quelque chose, vous allez manger avec votre mère, vous prenez une photo, vous mettez sur les réseaux, c'est votre vie publique, vous vie mettez privée. que c'est tel restaurant, donc on sait que vous êtes à tel restaurant, à tel endroit, à telle heure. C'est ça, vous êtes une agence de pub à vous tout seul en permanence. Et donc voilà, il fallait un personnage de ce type-là, ce qui est pas trop le cas de David, mais voilà, il en fallait un, et Iris l'incarne parfaitement. Eux deux, ce qui les rassemble, c'est d'être parisiens, d'être citadins. Ils arrivent à la ferme, ils rencontrent Alex, le fils des fermiers. C'est le choc de deux mondes. Alors là, oui, effectivement, parce que même s'ils sont tous de la même génération, ils ont à peu près 25 ans, malgré tout, en effet... c'est des digital natifs, comme on dit aujourd'hui, des gens qui sont nés avec le numérique. Tout à fait, c'est des millénials, donc génération X, génération Y, génération Z, un peu entre les deux. Mais en effet, oui, alors d'un côté, effectivement, ils partagent un même langage avec les plateformes, avec Internet, les smartphones, les réseaux sociaux, mais effectivement, les rêves sont quand même diamétralement opposés, puisque, en fait, ce qui est assez étonnant, et ce que
que j'ai vraiment constaté, parce qu'il y a quand même un peu une enquête aussi qui a été faite au préalable et un peu pendant l'écriture de ce bouquin, c'est que en fait vous avez des destins croisés. D'un côté vous avez les gens plutôt de région parisienne ou des grandes villes qui parfois ont cette tentation du retour à la campagne, on l'a dit, pour les raisons de prix du loyer, de conditions de vie difficiles. Du fait que, comme c'est des gens très qualifiés, ils peuvent travailler en télétravail à 100% du temps. Tout à fait. Alors que d'autres qui sont plutôt dans des villes intermédiaires, éloignées des grands centres, des grandes métropoles, là il y a toujours des rêves de monter à Paris, comme on dit. Alors même si on le Cotentin, et c'est pas tout à fait monter, c'est plutôt descendre. C'est en ligne droite. C'est en ligne droite, il faut d'abord descendre quand même le Cotentin pour y aller. Avec la fameuse ligne, ou alors la nationale 13, puisqu'il y a une route, pour descendre de Cherbourg, vous n'avez pas trop le choix. Mais en effet, voilà. Et donc lui, Alex, il a un objectif qui est beaucoup plus lié à une vie urbaine. Il veut travailler pour une plateforme de streaming, pour Disney en l'occurrence. Et voilà, et c'est son rêve. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement aujourd'hui, le rêve un petit peu des urbains est parfois supprimé et remplacé par un désir d'aller à la campagne. Et en revanche, il est donné, on pourrait dire transféré à ceux qui sont à la campagne aujourd'hui. C'est quand même assez intéressant. Alors justement, les deux Parisiens, ils sont un peu maintenus à l'écart, car les vaches tombent malades, on suppose un problème environnemental. David Parr y revient, et les villageois deviennent suspicieux à l'égard des Parisiens, en particulier Iris, en raison de son omniprésence sur les réseaux sociaux, pour décrire ce qu'il se passe avec ce problème a priori environnemental. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle vient un peu foutre la merde, parce qu'elle arrive, c'est un endroit qui est quand même assez tranquille, c'est un village qui s'appelle Rufos, qui est pas loin de Cherbourg, oui. Mais donc qui est tranquille, et donc en tant que tel, il se passe pas forcément grand-chose, il n'y a pas spécialement beaucoup de commerce, il n'y a pas beaucoup d'habitants, donc effectivement, il n'y a pas une effervescence spécifique, médiatique, etc. Donc elle arrive, elle est quand même assez suivie sur les réseaux sociaux, donc dès qu'elle publie des choses, forcément, c'est quand même assez repris. Évidemment, elle tag, elle met des mots-clés, donc on peut retrouver sur YouTube et sur Instagram un peu ce qu'elle fait. Alors évidemment, c'est des choses assez anodines, elle se filme en train, être avec les vaches, tout ça, sauf que elle va se rendre compte effectivement assez vite qu'il y a un problème sur place, sur l'exploitation. Effectivement, il y a des vaches qui tombent malades, ça fait référence à un problème sur lequel on va peut-être revenir tout à l'heure, oui. Un problème réel, même si c'est un roman, et donc ça va attirer l'attention effectivement des villageois qui veulent pas vraiment qu'on en parle, qui sont au courant du problème en question, mais qui vont préférer plutôt un peu la faire taire. Justement, outre les vaches, le père d'Alex est atteint d'un cancer également, et on soupçonne une pollution des sols. C'est une allusion, dans votre roman, aux nombreux cancers à Sainte-Pazanne, c'est en Loire-Atlantique, donc en Bretagne, même si c'est dans les Pays de Loire, c'est deux régions différentes, où on parle d'effets cocktails qui seraient liés d'une part au champ électromagnétique des éoliennes et d'autre part aux terres rares. Voilà, mais on ne sait pas, mais c'est une histoire réelle. Tout à fait. Alors comme vous savez, c'est un dossier qui est très brûlant, qui est très compliqué, qui existe depuis plusieurs années déjà, qui a été relayé dans la presse régionale et dans la presse nationale aussi. Il y a notamment France Culture qui a fait un sujet il y a quelques mois là-dessus. Il y a un groupe indépendant qui s'appelle Toxic, avec un jeu de mots sur le X, je crois, et qui justement enquête un petit peu sur l'origine de ces troubles. C'est des troubles qui concernent effectivement à la fois les animaux. Il y a des éleveurs qui se sont plaints réellement, donc à Sainte-Pazanne, mais dans d'autres endroits. C'est pas uniquement ce coin-là. De problèmes donc avec des bêtes qui tombent malades ou qui ont des problèmes de déficience immunitaire. Des éleveurs aussi qui ont parfois des problèmes au niveau des articulations, voire éventuellement des cancers. Et en effet, l'élément le plus symptomatique et le plus grave qui a été répertorié, c'est les cancers pédiatriques, donc qui vont tuer des enfants, notamment effectivement à Sainte-Pazanne. Il y a eu des manifestations d'ailleurs de parents, des choses poignantes avec les photos des enfants. Voilà, donc c'est un problème qui est extrêmement grave. Après, aujourd'hui, moi, j'ouvre un petit peu cette porte-là parce que ça m'a semblé être un thème extrêmement intéressant à développer, qui en l'occurrence se situe pas réellement à Cherbourg, bien entendu. Moi, mon texte se situe à Cherbourg, donc je me suis dit que ça peut être intéressant de développer cette problématique, mais évidemment, c'est pas à Cherbourg spécifiquement qu'il y a un problème. Oui. C'est un problème qui est beaucoup plus général. Encore une fois, ça reste un roman, mais en effet, ça nous permet de s'intéresser à ce sujet-là. Et aujourd'hui, alors il y a cet effet cocktail. Alors moi, j'ai pas les compétences techniques, mais je me suis quand même pas mal renseigné là-dessus. En effet, les pistes aujourd'hui, c'est en fait un faisceau. Voilà, c'est un faisceau en fait de problèmes. Les métaux lourds, donc ce qu'on appelle les terres rares, et effectivement la réaction avec les champs électromagnétiques émis par les éoliennes dans certaines régions peuvent déclencher cet effet cocktail qui à terme pourrait être à l'origine de cancer. C'est pas du tout quelque chose qui est certain. C'est une des pistes qui est donc creusée par le groupe Toxic auquel je faisais allusion et également donc plusieurs associations. Ce qui est certain en tout cas, c'est que c'est un problème dont il faut s'emparer. Il est extrêmement inquiétant. Justement, vous parlez de ce problème de Sainte-Pazanne, et là vous mettez un autre point de société en avant. Iris se présente désormais comme lanceuse d'alerte, ce qui lui vaut la haine des villageois qui ont peur
d'une chute des prix de l'immobilier. Voilà, c'est-à-dire que l'argent a toujours de la valeur, que ce soit en province ou à Paris. Tout à fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors l'occurrence sur place, en effet, les villageois ont peur parce que si quand même on commence à relayer dans la presse, et effectivement le problème mis en avant par Iris est relayé très vite dans la presse régionale, qu'il y a un problème sur cette zone-là, avec potentiellement effectivement des bêtes qui tombent malades, voire un risque de cancer, avec effectivement le père d'Alex qui a ce cancer-là, dont il va décéder, même si on n'est pas certain que c'est la cause, c'est forcément l'effet cocktail en question, mais en tout cas on soupçonne que c'est potentiellement un facteur de risque. Et donc bah oui, il y a tout de suite cette inquiétude-là. D'un côté, ces villageois sont peut-être ravis qu'on fasse la lumière sur ce problème, mais ils veulent pas que ça les concerne eux directement, parce qu'en effet vous allez tout de suite avoir un impact sur le prix de l'immobilier. Et d'ailleurs je vous rappelle qu'en effet souvent il y a beaucoup même de procès comme ça qui ont eu lieu en France ou ailleurs, avec des éoliennes qui ont été implantées, qui ont créé de la pollution, alors là pas forcément des cancers, des choses comme ça, mais de la pollution sonore et visuelle, et qu'on fait chuter l'immobilier. Voilà. Et donc à un moment donné, en effet, il y a le vrai problème entre d'un côté votre intérêt personnel, votre patrimoine qu'il s'agit de conserver, avec des gens qui sont pas forcément extrêmement riches dans cette zone-là. C'est pas une zone particulièrement riche, encore une fois. Et de l'autre côté, un problème environnemental très grave. Donc il s'agit de parler, sur lequel il faut faire la lumière. Et ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que vous attaquez un autre sujet qui a eu lieu pendant la pandémie. Elle est qualifiée de sorcière. Ça rappelle certains échanges sur les réseaux sociaux avec la délation qui évidemment a fait apparaître le bout de son nez. Oui, c'est-à-dire que c'est le double effet qui se pas cool. Là. Évidemment, alors elle, en fait, elle a tous les problèmes, on pourrait dire, toutes les tares, évidemment, pour les personnes qui sont moralement, mal informées ou mal considérées. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une femme, elle est jeune, elle se montre un petit peu de manière un peu dénudée sur les réseaux sociaux, donc c'est pas forcément très bien vu par certaines personnes. Et en plus, donc, elle va foutre la merde parce qu'elle va donc être une lanceuse d'alerte un peu spéciale, un peu chic, on pourrait dire, mais en même temps elle va faire son travail très sérieusement. Donc ça, effectivement, ça va vraiment fortement agacer les personnes sur place. Et en même temps, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce type de personne pour incarner un combat de ce type? Vous savez, par exemple, Sophie, moi j'ai beaucoup été pas influencé, mais j'ai beaucoup vu ce film dans ma jeunesse, le film Erin Brockovich, avec Julia Roberts, qui est une lanceuse d'alerte incroyable, avec un sujet réel sur un problème d'eau, en l'occurrence. Je renvoie à ce film-là. Vous savez que Erin Brockovich existe vraiment. Existe vraiment, absolument. Donc c'est un vrai problème, même si effectivement ça a été mis en fiction. Et en l'occurrence, moi, à mon humble niveau, je voulais effectivement un petit peu aussi utiliser une lanceuse d'alerte de ce type-là, parce qu'en fait aujourd'hui la communication et le type de communication, on pourrait même presque dire le marketing, est très lié à l'efficacité du message. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, l'efficacité d'un lanceur ou d'une lanceuse d'alerte en l'occurrence, c'est aussi la manière dont vous allez en parler. Et elle va justement utiliser sa notoriété passée, qui est liée plutôt à des gens qui la suivaient parce qu'elle était mignonne, parce qu'elle était sympa, qu'elle faisait des blagues. Et c'est pour cette raison-là, à l'origine, qu'elle va être suivie sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Et ensuite, elle va utiliser cette notoriété-là, cette célébrité-là, entre guillemets, avec une audience assez large, pour parler de sujets plus sérieux. Et aujourd'hui, c'est une technique qui est très éprouvée, encore une fois. Utiliser le divertissement, utiliser même éventuellement l'humour, ou des sujets éventuellement légers pour amener ensuite vers des sujets infiniment sérieux. Et Erin Brockovich, rappelez-vous, Julia Roberts, c'est pareil, c'est une femme très jolie, qui bouleverse complètement les codes du milieu juridique, en l'occurrence dans ce film-là. Voilà, donc c'est un peu mon Iris, Erin Brockovich. C'est un peu votre Iris, Erin Brockovich. Tom Conan, Pollution, roman publié chez Albin Michel. On a parlé de la pandémie, on a parlé de pollution, on va parler de plein d'autres sujets, lanceurs d'alerte, parce que ce livre est un cocktail de sujets de notre monde actuel qui nous touche tous. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300, on se retrouve tout de suite avec Tom Conan. Berkov dans tous ses états, midi 14h, Philippe David. Et on se retrouve avec Tom Conan, une des vraies voix de Sud Radio, auteur de Pollution, un roman éminemment politique et d'actualité publié chez Albin Michel. Justement, vous mettez en avant la situation des lanceurs d'alerte. Vous avez parlé d'Erin Brockovich, un film qui a marqué beaucoup de monde, toujours encensé mais jamais protégé. Parce que quand on voit comment certains se sont fait virer et sont aujourd'hui au RSA
parce qu'ils ont balancé des secrets sur du blanchiment bancaire, etc. On en a déjà reçu sur Sud Radio, et qui aujourd'hui sont devenus des parias, c'est quand même dingue, non? En fait, c'est très compliqué. Justement, Iris, dans le personnage dans le livre, elle est totalement là-dedans, parce qu'en fait, elle va être soumise vraiment à un problème qui va être extrêmement grave, effectivement, qu'elle va remarquer avec ces vaches qui tombent malades, avec ce risque de cancer, etc. Donc, elle se dit qu'elle est obligée d'en parler, et en même temps, c'est pas forcément la plus à même de le faire. Elle le fait de manière totalement indépendante sur une chaîne YouTube. Elle a aucune structure. Elle est stagiaire en galerie d'art à Paris. Oui. Donc autant vous dire que c'est pas du tout son taf normal. Et elle devient la Egrine Brokovich normande. Exactement. Elle devient un peu la spécialiste du sujet. Alors évidemment avec l'appui de ses deux compères, hein, donc David et Alex sur place, et puis d'autres informateurs qui vont lui donner beaucoup d'informations, parce qu'effectivement, en fait, un lanceur d'alerte, c'est beaucoup plus quelqu'un qui va recueillir des informations. C'est pas uniquement une personne spécialiste. Et en l'occurrence, elle, avec sa scène YouTube, pour pouvoir attirer l'attention sur ces faits cocktails, éoliennes, terres rares, etc., dont on parlait tout à l'heure, elle va recevoir après plein de messages, de commentaires, etc. Et donc elle va en fait devenir de fait un peu une spécialiste. Donc en fait ça fonctionne un peu comme un média, un lanceur d'alerte. C'est pour ça que en réalité on dit souvent que les lanceurs d'alerte pallient les carences de certains médias qui effectivement sont pas forcément sur tous les sujets à la fois, pour des raisons diverses, hein, des raisons de coût peut-être, de temps, etc., d'investigation, parce que ça prend énormément de temps en fait, hein. Ce qu'ils vont faire là de fait, c'est un travail de presque de journalisme d'investigation. Après, pas forcément avec tous les éléments professionnels qui supposent derrière d'avoir quand même un background journalistique, mais fondamentalement c'est ce qu'ils font. Après, ils vont faire des vidéos régulièrement, ils vont être en contact avec la presse régionale, et donc ils vont faire en fait ce travail-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même dans le monde dans lequel on vit, où il y a la circulation d'informations est extrêmement rapide, où les échanges eux-mêmes sont très rapides, hein, et pas seulement les échanges informationnels, les échanges économiques tout court. Il est indispensable qu'il y ait des personnes qui soient un peu indépendantes des médias, qui fonctionnent un peu à leur compte. Ça peut être des journalistes indépendants, mais ça peut être aussi des personnes comme des écrivains, des chercheurs, etc. Parce qu'on peut parfaitement être rattaché à un centre de recherche et être écrivain ou ce que vous voulez, et à côté être lanceur d'alerte. C'est un rôle essentiel, hein. En fait, on voit bien que sur les Panama Papers, sur plein de sujets de ce type-là, on voit bien que c'est finalement vraiment un faisceau de personnes indépendantes, et parfois une personne effectivement de manière centrale, qui ensuite ont permis de nourrir des consortiums de médias qui ensuite après font un travail professionnel à proprement parler qui est indispensable. Les deux se complètent en réalité, hein. Alors justement, il y a un point amusant, je vais faire une petite césure dans cette interview. Les trois, Alex, le père d'Alex décède malheureusement, et les trois finissent en trouble. C'est un peu comme dans Radical, il y a toujours un peu le mariage d'Eros et de Thanatos dans votre livre. Oui, bah, en fait, effectivement, moi j'aime bien qu'il y ait toujours de l'amour, du sexe, etc., même dans les circonstances les plus dramatiques. Effectivement, à un moment donné, le décès effectivement du père d'Alex, les vaches qui tombent malades, après ils vont être contraints de quitter la ferme, donc il y a la pression également des villageois dont on a parlé, parce qu'ils redoutent la baisse des prix de l'immobilier du coin. Donc oui, en fait, moi je pense que même pendant le confinement, rappelez-vous, c'est souvent ce qu'on a vécu, alors sauf malheureusement pour les personnes qui étaient seules, mais pour ceux qui étaient quand même avec leur famille, avec leurs copains, leurs copines, etc., finalement c'était quoi? C'était justement ça, c'était Eros et Thanatos. Alors ça veut dire que les gens forcément faisaient l'amour chez eux, quoique, mais ils étaient dans des espaces confinés, clos souvent, toute la journée ensemble, donc à la fois il y avait cette peur de la contamination, cette peur de la pandémie, cette peur d'une dégringolade mondiale à un niveau économique, hein. D'ailleurs on l'a toujours aujourd'hui, et en même temps il y avait quand même des moments absolument intimes, des moments uniques où justement on a pu découvrir l'autre, avoir des échanges d'une qualité incroyable, parce que justement on a retrouvé le temps justement d'écouter l'autre, de parler sans forcément d'ailleurs l'interface des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. Justement, il doit fuir à Cherbourg parce qu'ils sont harcelés vu la peur de la baisse du prix de l'immobilier. Ils développent une nouvelle vie. Là, c'est plus la ferme. David se lance dans le love coaching pour gagner sa vie sur Internet. Iris développe une plateforme en ligne de jeux pour entreprises. Alex poursuit ses études. Ils vivent avec la mère d'Alex, une enseignante au bout du rouleau qui supporte mal ces nouvelles conditions de travail depuis la pandémie.
on revient aux souffrances dues à la pandémie qui sont en fait le point de départ de ces urbains vers la ruralité. Voilà, enfin c'est vraiment le système D, c'est-à-dire que effectivement au début tout est sympathique, ensuite après ça se dégrade en effet avec la maladie sur place, et ensuite ils vont donc être contraints de partir dans un HLM, dans Cherbourg, dans des conditions de vie qui sont quand même pas exceptionnelles. Surtout ils doivent vivre tous ensemble, ce qui n'était pas forcément le projet au départ, parce qu'entre-temps David s'est fait virer de son job à Paris. Oui. Iris, elle a été tellement embarquée dans son combat que finalement elle se voit pas retourner faire son stage en galerie d'art. Elles sont quand même très éloignées finalement de ces questions-là. Mais en effet, c'est le système D. En fait, d'un côté, Iris, elle pensait devenir un peu une star en devenant lanceuse d'alerte. En fait, elle se rend compte que c'est quand même un peu plus compliqué pour en faire une activité pérenne. Et de l'autre côté, David, il faut qu'il retrouve un boulot. Et même s'il est diplômé, bah finalement, c'est le contexte d'aujourd'hui. Vous pouvez être très bien fortement diplômé, mais pas forcément avoir des jobs à la hauteur. Donc, bah, il va chercher un peu une niche. Il trouve une plateforme de coaching et il va devenir love coach. Vous savez, il y a beaucoup de love coach aujourd'hui. Donc, il va conseiller des gens. Coacher pour tout aujourd'hui. Voilà. Pour des gens qui ont eu des ruptures sentimentales, etc. Donc, il va conseiller tout ça. Donc, c'est absolument à la base, c'est quand même quelqu'un qui est ingénieur. Hein. Oui. Donc, il est quand même surqualifié. Mais, finalement, il trouve ce système D là. Mais ils sont à Cherbourg. Alors, je le dis franchement, que les Cherbourgeois le prennent pas mal, mais c'est pas la plus belle ville de France. Hein. C'est une ville industrielle qui a été rayée de la carte au moment de la Seconde Guerre mondiale. Ils veulent pas revenir à Paris. Est-ce que finalement vous décrivez pas l'exode urbain qui s'est passé des décennies après l'exode rural qui a vidé les campagnes françaises pour aller vers les métropoles? Moi, je pense que c'est ce qui vient. C'est clairement ce qui vient en France et ailleurs. Aux États-Unis, vous avez eu le même phénomène avec des gens qui sont partis en Floride sur la côte est, et pour ceux qui sont sur la côte ouest. Le climat en Floride est quand même sympathique. Oui, le climat est sympa aussi. C'est aussi un paradis fiscal. Il fait 23 degrés quand il fait froid. Voilà, tout à fait. Et il y a ceux qui sont partis aussi au Texas, à Austin notamment, pour les boîtes de la Silicon Valley, donc plutôt à la côte ouest. Et effectivement, en France, on a ce phénomène-là. Alors effectivement, ça va pas se faire du jour au lendemain. Tous les centres de décision dans des pays comme la France sont quand même encore en région parisienne. Les centres économiques, culturels, le pouvoir politique, etc., malgré la décentralisation. Donc ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais c'est sûr que c'est le mouvement de demain, c'est évident. Comment imaginer qu'aujourd'hui, avec des jobs qui sont parfois complètement en télétravail, il y a plein de boîtes aujourd'hui qui proposent des jobs en full télétravail, comme on dit. C'est-à-dire vous mettez jamais les pieds. Ah bah voilà, bien sûr. Moi je connais des amis comme ça. Ils ont commencé des boulots pendant le confinement, par exemple. Et ben maintenant, ils sont toujours en télétravail. Ils sont jamais allés sur place. Hein. Ils sont et des jobs parfois de haut niveau et dans des domaines assez variés, la logistique, l'édition, etc. Donc en fait, c'est clairement le monde de demain, quoi qu'on en pense, mais en tout cas, c'est clairement ce qui va se passer. Et donc en effet, il va y avoir un exode. Alors un exode urbain, oui, de fait. Après, ça va être un exode qui peut être multiforme, mais c'est effectivement fondamentalement aujourd'hui, il y a même aussi le développement, ça je vois comme un symptôme, de plein de plateformes de location dites partielles. La location partielle, c'est quand vous avez un appart, je sais pas, par exemple dans Paris quelques jours par semaine, et le reste du temps, vous êtes à la campagne. Donc en fait vous avez typiquement des offres comme ça qui sont en cohérence avec les nouveaux modes de vie et les gens ils veulent à la fois deux choses, c'est toujours pareil, d'un côté améliorer leur cadre de vie, avoir plus d'espace, notamment s'ils ont des enfants, etc., avoir moins de pollution, on le disait, et d'un autre côté ils sont aussi contraints par les prix. Donc à un moment donné on n'a qu'une seule vie, si on sait qu'on sera jamais en mesure d'avoir un 80 mètres carrés à Paris ou à Saint-Cloud, même un 50. Ça peut être intéressant effectivement de se tirer en Normandie où les prix ont déjà augmenté effectivement fortement comme vous l'avez dit. Et comme vous êtes une des vraies voix, vous me permettez une question clin d'œil avant de parler avec les auditeurs? Moi je veux bien. Hein. Votre avant-dernier livre, Radical, était qualifié de Welbeckien par Marianne, de talent extrême par Paris Match et d'explosif par Marie-Claire. Vous restez quand même dans les vraies voix? Oui, je pense que je vais rester évidemment. Je vais demander un traitement spécial forcément, mais non, avec grand plaisir. C'est ma maison, Sud Radio. Absolument. Justement, comme c'est la maison, ça appelle au 0826 300 300 pour réagir. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Tiens, vous avez quitté Paris, Paris ou une grosse ville, Toulouse pour aller vivre sur la côte basque ou au fin fond des montagnes pyrénéennes, un coin magnifique. Vous voulez témoigner, racontez-nous ça. Alors il y a plein d'autres choses. Moi j'ai quelques questions que j'ai pas encore posées à Tom Conan, que je risque de lui poser dans le cours au milieu des auditeurs. Je vous préviens tout de suite. Ça vous va aussi, Tom Conan? C'est parfait, moi je veux parfait. Alors si vous êtes d'accord, c'est merveilleux. Et vous êtes nombreux effectivement à composer le 0826 300 300 pour parler écologie, pour parler de comment est-ce que vous avez vécu le confinement en ville. Est-ce que vous êtes parti à la campagne? Pourquoi? N'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne de Sud Radio. On est ensemble tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Berkov dans tous ses états, midi 14h, Philippe David. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 14h avec Tom Conan, auteur de ce livre Pollution, édité chez Albin Michel. Je remontre d'ailleurs. Il y a une très belle couverture. Tiens, comment vous l'avez faite cette couverture? C'est un champ de colza, un homme avec un masque à gaz, mais militaire là carrément. C'est le masque à gaz NBC, nucléaire biologique chimique, avec un bouquet de colza dans les mains. Ouais, on a fait ça avec l'équipe d'Albin Michel, mais effectivement, c'est un peu la fin du monde, mais dans un endroit sympathique. Moi, je pense que c'est un peu ce qui va se passer. On va tous aller à la campagne, mais ce sera quand même la fin du monde. On aura tous des masques à gaz, ça sera sympa. La misère serait moins pénible au soleil, comme chantait Aznavour. Fin du monde est plus sympa dans un beau lieu. Ah bah oui, avant de mourir, c'est quand même mieux que d'avoir la vue sur une tour de la Défense. Excusez-moi, comme disait Thierry Roland, pour mourir le plus tard sera le mieux. Direction Pau, c'est vrai que je trouvais la couverture très originale. Alors, une nouvelle question, parce qu'on avait Cécile de Pau, mais la ligne a sauté. On va rappeler, on a un petit problème de standard. Justement, le récit se poursuit jusqu'en 2024, dans un contexte politique compliqué, marqué par l'incertitude et la baisse du pouvoir d'achat, qui est la première préoccupation des Français en ce moment. Les petits boulots des uns et des autres leur permettent tout juste de vivre. Est-ce que c'est pas le moment de payer le quoi qu'il en coûte consécutif à la pandémie que vous décrivez dans votre roman? Oui, alors effectivement, il faut payer le quoi qu'il en coûte sur un plan des impôts, en effet, c'est vrai. Mais après, au-delà de ça, parce que ça concerne plein de pays en fait, oui, il y a une dégradation du travail qui est quand même absolument prodigieuse. Je comprends d'ailleurs même pas que ce sujet soit pas plus dans les débats dans la période électorale, parce que c'est quand même fondamentalement ce qui constitue, on va dire, le nerf de la guerre. Évidemment, le niveau des salaires, c'est une question, mais faut-il déjà être salarié? Oui. Et ensuite, vous pouvez très bien avoir un bon niveau de salaire, mais ensuite perdre votre emploi parce que c'était un CDD, parce que c'était de l'intérim, etc. Donc, fondamentalement, en fait, la nouvelle donne, on le sait bien, c'est la flexibilité, la flexibilisation. Les entreprises cherchent forcément à s'adapter. Elles sont contraintes. C'est pas qu'elles sont forcément méchantes, pas parce qu'elles veulent absolument taper sur les travailleurs, mais effectivement, elles sont en concurrence avec des entreprises qui elles-mêmes recherchent la flexibilité. Et donc, pour rester compétitives, elles doivent s'adapter de cette façon-là, de manière brutale parfois. Ça réagit au 0826 300 300. On avait Cécile de Pau, ça a coupé, on la rappelle. On prend la direction du Gard, le 30, très joli département. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour, c'est le plus beau département de France. Vous n'êtes pas du tout chauvin, ça aura marqué les auditeurs de Sud Radio. Vous voulez réagir au livre de Tom Conan, Pollution? Oui, d'abord, moi je partage un peu son avis sur les éoliennes, parce que moi je trouve qu'on présente toujours les éoliennes comme l'élément le plus écologique, tout ça. Moi je trouve que c'est vraiment le moyen le plus polluant, parce que on oublie quand on construit une éolienne, et c'est des millions ou des milliers de mètres cubes dans le sol, et de béton. De béton, excusez-moi. Et vous permettez, je donne un chiffre, je crois que le béton, c'est 5% de la production du béton, 5% de la consommation mondiale d'énergie. Et ben voilà, donc, et une fois qu'une éolienne est démontée, on peut plus remettre une éolienne sur ce socle, et comment enlever ce socle de béton? Ben c'est impossible, donc en fait, on est en train de faire des terres où à vie, elles sont plus cultivables, ou peut-être construire encore, je sais pas si on peut construire vraiment sur des socles. Et comme les aériens, moi je m'intéresse beaucoup aux oiseaux, ça détruit aussi, ça tue les oiseaux, tout ça, donc c'est pas aussi écolo friendly, pour parler anglais. Exactement, oui, alors attention. Bon. Et puis ça produit pas tellement. Sauf quand il n'y a pas de vent, déjà, ça produit rien. Là, au moins, c'est simple. Voilà. Peut-être en vallée de Rhône, où il y a souvent le Mistral, et encore. Et puis, on parle de plus en plus des éoliennes sous-marines. Marines, oui, c'est ça. Là aussi, moi, je m'interroge, est-ce qu'il y aura des conséquences sur les fonds marins, sur le corail, sur les poissons, tout ça. Donc, est-ce que aussi, le problème aussi, il faut voir on a de plus en plus de besoins en énergie avec les voitures électriques. On veut supprimer le gaz à la maison pour remplacer par des radiateurs ou ou par autre chose, mais il faut encore de la consommation électrique. Notre consommation est exponentielle. Donc, est-ce que elles seront capables que la production sera suffisante pour couvrir les besoins? Guillaume, restez avec nous. Ce que pose Guillaume, c'est très
intéressant parce qu'on a l'impression, on parle des oiseaux notamment qui sont tués par les éoliennes, on a l'impression que le principe de précaution s'applique pas dans certains cas. Bah, en tout cas, ce que certains, effectivement, monsieur a raison de le dire, les éoliennes, c'est pas la panacée. Alors, moi, je suis pas du tout contre les éoliennes dans le principe. Hein. C'est une énergie alternative, renouvelable qui est intéressante, qui fonctionne quand même avec le vent. Donc, à l'origine, c'est quand même une bonne idée. Néanmoins, l'hydraulique aussi, c'est aussi une bonne idée. Mais c'est une énergie qui est premièrement, effectivement, intermittente. Donc, on peut pas compter dessus. On voit bien que là, on est quand même en plein dans le problème actuellement avec un problème d'approvisionnement en gaz, en électricité. On sait bien qu'aujourd'hui, même avec un parc d'éoliens multiplié par 2, par 3, par 4, sera pas suffisant pour passer l'hiver prochain. Je vous coupe, j'avais lu une stat pour faire l'équivalent d'une centrale nucléaire, fallait mettre, je crois, 3 rangées d'éoliennes sur tout le littoral français, un truc comme ça, mais c'était un chiffre absolument impressionnant. En fait, effectivement, ce qui est trompeur, effectivement, c'est de croire que ça pourrait remplacer à terme toutes les énergies actuelles, notamment le nucléaire, le gaz, l'électricité et même le charbon, puisqu'il s'agit aujourd'hui même de rouvrir des centrales à charbon, comme vous le savez, pour passer l'hiver prochain. C'était un de mes coups de gueule hier, on va rouvrir celle de Saint-Avold, a priori, ce qui est surréaliste. Depuis que Poutine veut qu'on achète son gaz en rouble, qui est une monnaie qui s'effondre, effectivement, on pense effectivement à arrêter totalement l'achat de gaz en Russie, et donc ça va devenir très compliqué, peut-être ouvrir donc les centrales à charbon. En tout cas, donc pour revenir sur les éoliennes, donc effectivement, premièrement, c'est un problème d'énergie donc intermittente, on l'a dit, et en effet, ça crée de la pollution. Le vrai problème, c'est que c'est une énergie qui est censée être non polluante, mais en réalité, elle est polluante. Alors, elle n'est pas polluante dans le sens où elle ne va pas émettre des gaz à effet de serre, fort heureusement, mais en effet, les matières utilisées, le béton, en effet, pour pouvoir construire les éoliennes. Vous avez vu la taille d'une éolienne, c'est de l'acier. Je vous donne la température de fusion de l'acier, c'est 1250 degrés à peu près. Donc vu la quantité de tonnes d'acier à fondre, là il faut beaucoup de gaz russe, vous pouvez me croire. Ensuite donc il y a le problème donc des champs électromagnétiques, on l'a dit, qui peut faire un effet cocktail avec les terres rares dans des cas un peu spécifiques. Donc ça c'est encore autre chose. Et ensuite de manière évidente et totalement consensuelle pour n'importe qui, pour tout un chacun, il y a une pollution visuelle, c'est évident. La pollution, c'est pas uniquement la pollution des sols, hein. La pollution visuelle, c'est un type de pollution. Quand vous avez un paysage qui est complètement massacré par cela, voire limite bucolique. À la rigueur, non mais c'est subjectif, mais en tout cas pour certains c'est de la pollution visuelle incontestablement, en tout cas dans certains endroits, et il y a une pollution sonore aussi. Et la pollution sonore, elle, parce que la pollution c'est un concept qui est extrêmement large, là ça va faire fuir par exemple les animaux. Donc après on peut dire que certains animaux ont peut-être des mauvaises opinions, ils sont mal informés, mais voilà, à un moment donné effectivement le problème c'est quand pour lutter contre la pollution, par exemple, je prends un exemple très simple dans une ville que je connais en banlieue parisienne, à un moment donné pour favoriser le transport propre, en l'occurrence les voies cyclables, on a construit donc des voies, ce qui est une bonne chose, hein, ce qui permet aux gens effectivement d'éviter de prendre leur voiture pour des petits trajets. Mais pour ce faire, donc pour limiter donc la pollution, qu'est-ce qu'on a fait ? On a arraché des dizaines d'arbres sur je sais pas combien de kilomètres. Donc en fait le problème c'est que à un moment donné, ce qui est le plus intéressant, c'est garder les arbres ou c'est mettre des pistes cyclables. Et finalement parfois ça peut être totalement aberrant. Ça, c'est une vraie question. Une question pour Guillaume, vous êtes de Caveyrac, hein, c'est ça, donc juste à côté de Nîmes, dans le Gard. Tout à fait. Alors, moi j'ai une question. Dans ce livre, Tom Conan, vous abordez notamment ces Parisiens qui partent justement en région. Est-ce que vous, dans le Gard, vous avez vu ce phénomène et comment est-ce que vous l'avez accepté localement ? Le problème, c'est que ça tombe bien, je travaille un peu dans l'immobilier. Le problème, c'est que quand les Parisiens débarquent dans le sud, il faut augmenter les prix de l'immobilier. Oui. Nous, le problème, c'est que les salaires ne suivent pas. Donc, c'est vrai qu'il est de plus en plus difficile, de plus en plus de se loger, d'acheter, de devenir propriétaire. Parce que peut-être pour certains Parisiens, hein, je donne pas tous les Parisiens, ou en plus c'est vrai que le sud de la France, il attire tous les retraités, qu'ils soient du nord, qui ont peut-être encore un pouvoir d'achat important, qui peuvent acheter ou qui vendent leur maison et qui rachètent, donc ils font augmenter les prix. Et donc c'est pas que les Parisiens. Donc moi j'ai rien contre les Parisiens, mais c'est vrai qu'il y a un problème. Après c'est vrai que notre région est un peu particulière. Ça fait augmenter les prix de l'immobilier, voilà. Je vous redonne la parole. C'est ce qu'on a vu à Bordeaux quand le TGV est arrivé. Exactement. Bordeaux a explosé au niveau des prix. Alors le quartier de la gare, le quartier de la gare Saint-Jean, j'en parle même pas.
Mais Surtout maintenant, nous, Nîmes-Paris, on met en TGV, c'est ligne directe, c'est 2h50. Hein. Oui. Voilà, donc vous pouvez monter dans la journée à Paris et revenir le soir, ou inversement. Après, Donc, je pense que c'est un problème en fait dont on peut pas sortir parce que en fait c'est pas les Parisiens ou versus la campagne, c'est la gentrification de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a le même phénomène, par exemple dans Paris, il y a quelques années encore, il y avait des arrondissements dans Paris qui étaient encore des arrondissements dits populaires. Vous savez, on disait oui, le 11e c'est un quartier populaire, ce qui fait quand même bien marrer quand c'est 15 000 € le mètre carré. Il suffit d'aller faire un tour vers Charonne pour voir que c'est absolument plus un quartier populaire. Mais même des villes de banlieue, même des villes de banlieue qui ont été souvent très à gauche, comme Montreuil, sont devenues des villes de bobos. Montreuil, si vous voulez un truc sympa, c'est 800 000 €. Hein. Donc, à un moment donné, vous m'expliquez qui a un niveau de vie populaire et un budget de 800 000 €. Donc, non, effectivement, tout ça se gentrifie en effet à vitesse grand V, à coût également de spéculation immobilière, mais aussi de baisse des taux, parce que c'est la baisse des taux dans les dernières années qui a aussi encouragé ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'en sort pas. En effet, si demain vous translatez le problème, vous le transférez à Bordeaux, à Marseille, à Toulon, en Normandie, ce que vous voulez, vous allez créer des hubs, comme on dit, des centres avec en effet des prix qui vont augmenter. En fait, la solution idéale sur un plan économique, sur un plan du niveau de vie et des prix de l'immobilier en l'occurrence, il s'agit de ça, en fait, ce serait de répartir effectivement les personnes sur le territoire, faire en sorte que, justement qu'il n'y ait pas trop de concentration, qu'il n'y ait pas d'hyper concentration, parce que c'est cela qui précisément aboutit à l'explosion, au fait que les gens après peuvent plus se loger et ça dégrade leurs conditions de travail. Et en même temps, le problème, c'est qu'on veut tous être ensemble d'une certaine façon. On aime bien aussi être dans des lieux où on va avoir plein de bars, plein de restos, plein de lieux culturels, et voilà, parce qu'on aime les autres aussi, c'est ça qui se passe. Pour Guillaume, qu'on remercie, le Gard est le plus beau département de France, mais juste après la pause, on va prendre la direction de la ville d'Henri IV. Parce que je crois que c'est sous le de Pau, qui est une très belle ville également. Exactement, on sera dans avec le Béarn. Un excellent breuvage. Là-bas, il y a les Costières de Nîmes, c'est le Jurançon. Très bien là-bas. Mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ça, c'est dit. Effectivement, on sera du côté de Pau avec Cécile et du côté de Perpignan avec Yvette. N'hésitez pas à réagir au 0826 300 300. Berkov dans tous ses états, midi 14h, Philippe David. Et on est ensemble jusqu'à 14h pour la suite de ce face-à-face avec Tom Conan, auteur de ce livre Pollution aux éditions Albin Michel. Et jusqu'à 14h, donc, on ouvre l'antenne aux auditeurs de Sud Radio et notamment à Cécile qui nous appelle de Pau. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Oui, bonjour Joseph, bonjour Philippe, bonjour Monsieur Conan. Bonjour. Alors ça vous fait réagir l'exode urbain, parce que qui a suivi l'exode rural ? Oui, moi ça me fait réagir, mais je voudrais... Après, bon, j'y connais rien en pollution, je suis pas une scientifique, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les gens quittent les grandes villes pour s'installer. Alors, il y a plusieurs options. C'est pas la même chose de s'installer dans une ville moyenne que de s'installer dans un petit village. C'est vrai. Et là, je rebondis sur ce que disait Tom. C'est vrai que pour moi, en fait, il faut changer d'habitude de vie. C'est-à-dire que si vous quittez votre grande ville pour reproduire dans votre ville moyenne ou dans votre village le même mode de vie, il se passe rien. C'est-à-dire vous trimballez vos problèmes, vous trimballez vos habitudes de vie. Je m'explique. Vous voyez, quand j'ai le cas de mon fils qui s'est installé lui entre Brive et Périgueux, donc dans le Lot. Mais quand vous arrivez dans un village, que vous remettez vos enfants devant la télévision, que vous avez tous vos outils de communication digitaux, que vous n'utilisez pas le boulanger du coin, que vous n'avez pas racheté un grand congélateur pour faire vos courses, et que vous prenez votre voiture pour aller chercher la baguette de pain à 10 km, ou que vous allez 3 fois par semaine dans la grande ville de Périgueux, ça ne sert à rien, il ne se passe rien. Vous n'allez pas supporter le chien de votre voisin, vous n'allez pas rencontrer la mamie. Vous voyez, il faut changer de vie. Il faut jeter la télévision, il faut avoir son potager, et il faut changer de vie. Il faut se retrouver des amis, il faut recréer un lien. Et sinon, il ne se passe rien. Moi, je vois à Pau, à Pau, c'est une ville moyenne, mais les gens, en fait, ils courent autant. C'est-à-dire qu'après avoir fait 1h30 de voiture pour aller dans leur travail, aujourd'hui, ils se plaignent de la demi-heure pour sortir de Pau. En fait, ils ont fait ils ont reproduit la même chose, vous voyez, en petit. Donc, en fait, Cécile, je vous pose une question très indiscrète. Vous êtes j'aime pas, vraie paloise, ou vous avez quitté une grande ville pour aller à Pau? Parce que Pau, c'est très joli. Oui.
alors ça c'est très intéressant, parce que moi j'ai vraiment un parcours de vie, j'ai fait un choix. C'est un choix familial. Hein, bon, parce que moi j'ai habité Paris, j'ai travaillé au Figaro, j'étais avec vous, j'ai travaillé comme une folle, je bouffais pas à midi, enfin bon, j'avais une vie de dingue. J'avais mis les enfants dans un collège, dans un pensionnaire, alors que j'étais à Paris et eux étaient à Paris, vous voyez, parce que j'avais pas le temps de m'occuper d'eux. Et donc j'ai vraiment fait un choix après familial, parce qu'il fallait que je m'occupe de mes parents. Maman est paloise, papa est bordelaise, j'ai choisi Pau. Mais j'ai fait un choix, c'est-à-dire que j'ai quitté mon boulot, je me suis retrouvée, voilà, maintenant je suis à un cadre supérieur qui me retrouve au SMIC, mais c'est pas grave, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que j'ai gagné de la sérénité, je me suis occupée de mes parents, j'avais un lien, si vous voulez, familial, j'ai retrouvé des cousins, des amis, donc je n'ai pas eu besoin de recréer une vie, j'ai juste changé de vie, mais ma vie me convient et je suis très heureuse d'être à Pau, voilà. Mais par contre, moi le week-end, vous voyez, je vais me balader à la montagne. Ah oui. Moi je peux vous dire qu'il y a des nouveaux palois, mais ils sont là depuis 4 ans, ils n'ont pas foutu les pieds à Cauterets ou à Saint-Martin, ils ne savent même pas où c'est. Ils connaissent pas la Pierre Saint-Martin, ils connaissent pas Cauterets, ils connaissent pas Barège, ils connaissent pas Luce, ils connaissent pas tout ça, c'est fou ça. Voilà, ils profitent pas de leur région. Alors évidemment, ils vont l'été, vous voyez, à Biarritz parce que c'est chicos. En fait, ils ont retrimballé toute leur vie de bobo, ils l'ont fait ici, mais en fait, voilà, ils font pas intégrer. C'est ça qui m'intrigue, moi. Je comprends pas cet exode-là. Il me parle pas. Tom veut réagir. Justement, c'est très juste ce que vous dites, et en effet, c'est justement le problème que vont rencontrer, en tout cas au début du livre, Iris et David, parce qu'effectivement, ils essaient juste de transférer en effet leur mode de vie, en l'occurrence dans le Cotentin, mais sans rien changer au départ. Donc en effet, on est tout de suite déçus. Il y a moins de bars, moins de cafés, il y a plus de voitures pour pouvoir se rendre dans un endroit festif ou pour pouvoir aller faire des courses. Donc il y a un très bon club de rugby à Pau. Il peut y avoir donc en effet une déception. En effet, je partage tout à fait ce que dit Madame. Il faut un changement global, et d'ailleurs c'est ce que vont faire ensuite ces personnages-là. Ils vont totalement changer leur mode de vie, changer de boulot, changer de quotidien pour pouvoir justement trouver l'intérêt, et là ça peut effectivement être une optimisation intéressante. Moi il se trouve effectivement je connais assez bien, même très bien la ville de Pau, et moi effectivement quand parfois j'y allais pendant plusieurs semaines, pendant presque un mois, etc. Ce qui était intéressant aussi parce que j'avais la famille sur place qui m'accueillait dans des bonnes conditions, c'était justement effectivement d'aller faire des balades à la montagne. Alors, on allait justement très rarement à Biarritz. Biarritz c'était un petit peu effectivement le truc en plus quand vraiment on n'avait plus grand chose à faire, mais sinon effectivement on allait plutôt en effet dans la campagne, à la montagne, faire des balades, regarder le Tour de France quand il passait, etc. Et effectivement vous avez pas loin de Pau. Et en effet ralentir un peu le rythme, en tout cas faire quelque chose de différent. Il y a beaucoup d'artisanat dans ce coin, donc on allait des salons, etc. Donc en effet, et ça qui est un peu compliqué, et je pense en effet le rêve de partir à la campagne, de changer de vie, effectivement on l'accompagne pas toujours de la bonne pédagogie, parce qu'effectivement ça suppose souvent effectivement une remise en cause de son travail, de ses performances, de son revenu, etc. Il y a un peu une vision un peu utilitaire parfois qu'on peut avoir là-dedans. Mais en fait moi ce que je veux dire c'est qu'en réalité ce que dit Madame, même sur par exemple la baisse du revenu que vous aviez enregistré, en fait ce qu'on ne dit pas, et ce qui est à mon avis quand même le nerf de la guerre derrière, dans ce qui se joue, c'est que ceux qui sont d'une stratégie vraiment de rupture, qui jouent le jeu de remettre en cause leur vie pour pouvoir aller à la campagne dans un autre mode de vie, il faut être quand même un peu anti-système. Je dis pas qu'il faut être d'extrême gauche, anticapitaliste nécessairement, mais si à un moment donné vraiment vous épousez le système d'aujourd'hui, la manière de vivre, le mode de travail, les échanges, la multiplication comme ça des nouvelles technologies dans les modes de vie qui s'implantent dans notre quotidien, vous pouvez pas effectivement être à l'aise dans ce type de situation. Donc en fait, partir à la campagne aujourd'hui, c'est un geste radical, c'est un geste de rupture anti-système. On remercie beaucoup Cécile de Pau, je la salue en béarnais, Adichat et pour taber plat. Au revoir et porte-toi bien, ou portez-vous bien, pardon, parce qu'on part à Perpignan. C'est les Pyrénées, mais de l'autre côté. Exactement, on va chercher un peu de soleil, quoique en ce moment, pas trop, je sais pas. On va demander à Yvette. Bonjour Yvette. Bonjour Yvette. Bonjour. Bonjour. Non, on a un vent énorme, il fait très froid. C'est la tramontane. Là-bas, c'est pas. Guillaume nous parlait de Mistral, à Perpignan, c'est la tramontane. Oui, voilà, mais là, il fait froid. Oui, donc je voulais parler des éoliennes, là, revenir sur les éoliennes. Ça s'appelle des hélices ou des pales, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs des pales qui tournent là. Des pales, voilà. Et j'ai vu un documentaire qui m'a absolument effrayé. Comme les pales, ils n'arrivent pas à les recycler. Donc quand elles sont finies, foutues, quoi. Eh bien, j'ai vu le mec, il les mettait dans un grand champ. Il les enterre. Il les enterre.
Mais alors, peut-être qu'à l'avenir, ils pourront trouver de l'acide, peut-être. Je vous coupe. Ça effraie quand même. J'ai vu ce documentaire, ça se passait aux États-Unis, et c'est dans un État que je connais un peu pour y être allé en plein milieu de nulle part dans le Far West qui s'appelle le Wyoming, où ils enterrent les pales d'éoliennes parce qu'ils ne savent pas les recycler et ils savent pas quoi en faire. Je vous laisse la parole, Yvette. Ben c'est ça, je voulais dire, ça m'a effrayé, mais je dis alors, ils sont en train de nous dire qu'il faut faire attention, la pollution, le recyclage, machin, et ils sont en train de mettre des trucs partout qui ne peuvent pas se recycler, qu'on va enterrer dans le sol. Mais c'est grave. Moi, je suis halluciné par ces gens-là qui nous culpabilisent tous les jours pour des petits riens et qui se permettent des choses comme ça, quoi. Après, alors, Yvette, Tom Conan réagit. C'est très juste ce que vous dites. Après, le problème, effectivement, du recyclage des déchets, c'est un problème qui est général. Par exemple, si on prend le nucléaire, qui est quand même une autre énergie évidemment qui est fortement utilisée notamment en France et qui va l'être dans les prochaines décennies de manière certaine, on le sait désormais, c'est le recyclage des déchets nucléaires en effet qui est là et encore plus grave, encore plus compliqué, j'ai envie de dire, à mettre en œuvre. Il y a des sociétés spécialisées qui font ça, mais souvent je crois alors maintenant d'ici 2030 ou 2040, on va savoir utiliser l'uranium usagé jusqu'au bout pour qu'il ne soit plus radioactif a priori. Et parce que sinon, il me semble de mémoire que pour qu'une centrale nucléaire qui ferme ne soit plus contaminante, il faut attendre quelque chose comme 1000 ans. Donc effectivement, c'est un problème qui est très compliqué. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est que là, on est quand même sur des sujets qui peuvent paraître un peu anecdotiques, mais en fait absolument pas. C'est quand même aujourd'hui, avec les enjeux sur le gaz, sur les hydrocarbures, donc le pétrole, le gaz, l'électricité et là les énergies renouvelables avec les éoliennes, c'est quand même le sujet actuel et le sujet de demain totalement central. Je veux dire, aujourd'hui, il est possible que dans quelques mois, il y ait 30% du budget des ménages qui soit consacré à l'énergie. C'est complètement dingue. Sachant que par ailleurs, il y a 30 à 40 à 50% de leur budget qui est déjà consacré à un autre poste très important, le logement, avec un loyer ou avec un crédit, etc. Donc en fait, on est quand même dans des situations qui vont être de plus en plus compliquées, parce que derrière, il faut quand même continuer à se nourrir, n'est-ce pas? Donc je veux dire, à un moment donné, voilà, la question du travail, on en a parlé tout à l'heure, elle est centrale, mais la question de l'énergie, elle l'est tout autant. Et donc, il s'agira dans les prochaines années, je pense, en France et des décennies, d'avoir une combinaison la plus optimale possible d'énergie renouvelable et d'énergie non intermittente comme le nucléaire. Mais c'est sûr qu'il n'y a aucune panacée. Ça va être la contrainte de demain. Merci beaucoup Yvette de Perpignan. Merci aussi à Cécile de Poix, Guillaume de Caverac. Il ne nous reste même pas une minute. Je voudrais vous poser une question encore. Ce livre, c'est un nouveau monde fantasmé qui se fracasse sur le mur du réel. On a parlé beaucoup. On n'a pas divulgaché, comme disent les Québécois à la fin du livre. Spoiler, c'est divulgaché, et j'adore ce verbe. Effectivement, en réalité, on a beaucoup parlé du nouveau monde. Vous savez, quand il y a eu la pandémie, un nouveau monde à la fois qu'on craignait et en même temps qu'on espérait d'une certaine façon, parce qu'on espérait peut-être que ça soit une version un peu nouvelle, un peu plus joyeuse ou plus efficace du monde d'avant. En effet, on se rend compte qu'en réalité, ce nouveau monde, il est nouveau dans le sens où effectivement les nouvelles technologies, le mode de travail, voire même les modes de vie, on l'a dit tout à l'heure, avec les gens qui partent à la campagne, se modifient. Donc c'est absolument pas vrai de dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de statu quo. Non, c'est vrai, il n'y a pas d'immobilisme, il y a beaucoup de changements très profonds. Néanmoins, derrière, en réalité, on est toujours rattrapé par les mêmes types de contraintes, les contraintes économiques, la contrainte internationale, comme on dit, et là, éminemment, avec la Troisième Guerre mondiale qui se profile, la question de l'énergie. Excellent roman. Merci beaucoup, Tom Conan, qu'on vous retrouvera bien sûr dans Les Vraies Voix, auteur de Pollution, un roman publié chez Albin Michel qui parle tout de pandémie, de crise énergétique, de rumeurs, de plein de choses, et c'est absolument passionnant et c'est très bien écrit. C'est Houellebecq pour les amateurs de Houellebecq. C'est pas moi qui l'ai. Merci beaucoup Philippe David pour la semaine. Ah oui, c'était un plaisir. On retrouve d'ailleurs, et je vous remercie beaucoup mon cher Joseph, on a passé 5 belles journées ensemble. Exactement, c'est partagé. Et on embrasse notre ami André Bierkov qui revient lundi avec Augustin Morio. Exactement, et tout de suite vous pouvez rester sur Sud Radio pour parler de ce sujet très intéressant. Je pensais que c'était hier, mais en fait c'est bien tout de suite entre 14 et 16h avec Brigitte Lahaye. Quelle est l'importance de l'intelligence dans un couple? Est-ce un critère de choix? Qui est sapiosexuel? Pourriez-vous vivre avec quelqu'un de stupide? Voilà, l'invité. La réponse pour moi est non. L'invité Hélène Vecchiali, psychanalyste, répondra à cette question avec Brigitte Lahaye. Merci à tous, à très vite sur Sud Radio. Et merci à vous. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.